Salut les réseaux, salut Gotham, nous sommes le dimanche 28 mai 2023 et aujourd'hui, nouvelle vidéo littéraire, on va parler bouquins en vrac encore une fois et on va commencer tout de suite, allez voilà, on est fou, on va commencer directement avec celui-ci que je viens de terminer aujourd'hui même, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, immense classique de la littérature américaine, écrit par la non moins immense Harper Lee. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ce livre maintenant? Pourquoi est-ce qu'il lit ça maintenant? Peut-être qu'il n'est pas allé à l'école, peut-être qu'il ne l'a pas lu au collège. Eh ben non, je ne l'ai pas lu au collège, j'ai lu Harry Potter au collège. Et j'ai décidé de rattraper mon retard, mais ça n'a rien d'anodin en fait. Ce livre, il m'est pas tombé comme ça, il n'est pas tombé de ma bibliothèque sans raison, enfin du bibliothèque de la médiathèque, puisque c'est un livre emprunté, comme les plus observateurs d'entre vous l'auront remarqué. Non, c'est tout simplement qu'en fait, j'ai repensé à Harper Lee récemment, et après avoir vu un film qui s'intitule Capote, un film dont vous avez sûrement entendu parler, qui est sorti il y a une quinzaine d'années maintenant, c'était au début des années 2000, si je me souviens bien, qui parle du fameux écrivain américain Truman Capote, qui était interprété dans le film par Philip Seymour Hoffman. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? Si vous vous dites ça, c'est parce que vous ne connaissez pas bien, mes flemmards, vous ne connaissez pas bien l'histoire de Harper Lee, puisque non, c'est là, du coup, c'est inversé, donc il faut que je montre ici, de Harper Lee, qui était une amie d'enfance de Truman Capote. Ils sont restés d'ailleurs amis pendant quasiment toute sa vie, autant que je sache. Et quelque chose qui est très très intéressant, vous allez comprendre pourquoi je fais le lien avec le film, c'est que ces deux œuvres, donc l'œuvre principale de Truman Capote qui s'appelle De sang-froid, et celle-ci, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, sont étroitement connectées parce qu'elles sont sorties à peu près à la même époque. Alors, je reviens sur le film. Donc Truman Capote qui relate en fait l'histoire de la rédaction du fameux chef-d'œuvre, comme je vous disais, de Truman Capote, De sang-froid, qu'il a écrit au début des années 60. À cette époque, Truman Capote est un écrivain new-yorkais mondain, quelqu'un qui catalyse beaucoup d'attention autour de lui, de tout ce milieu un petit peu artistique comme ça, un marginal aussi, hein, un original, c'est quelqu'un qui était un homosexuel de manière assumée, ce qui était assez rare pour l'époque, une sorte de Andy Warhol littéraire comme ça, avant l'heure. Je dis ça aussi parce que je suis en train de regarder en ce moment le documentaire là, qui a été fait par Netflix sur Andy Warhol, qui est vraiment super intéressant, qui s'appelle le Journal intime, je crois, le Journal intime de Andy Warhol, passionnant, je suis à fond dedans. Mais donc bref, le film relate l'écriture, la rédaction du chef-d'œuvre de Truman Capote, De sang-froid, In Cold Blood, en version originale, un fait divers sordide survenu en 1959 aux États-Unis lorsqu'une famille est retrouvée massacrée chez elle au Kansas en 1959. Truman Capote, comme je vous disais, qui est alors un écrivain mondain new-yorkais, va lire la nouvelle dans le journal un matin et être absolument horrifié. Il va se poser des questions sur les raisons, qu'est-ce qui a pu pousser des hommes à commettre un tel méfait. Et il va décider donc de partir sur place directement, dans le petit village où a eu lieu le massacre, pour écrire un article dessus, rencontrer les gens sur place, suivre un petit peu les investigations. Mais il va décider de ne pas s'y rendre seul, il va ramener avec lui son ami d'enfance, donc Harper Lee. Harper Lee, qui est originaire elle-même d'une communauté rurale des États-Unis, qui a grandi dans l'Alabama, elle sait donc un petit peu comment pensent ces gens, comment raisonnent ces gens, comment peut-on leur parler aussi, ce qui va être très utile évidemment à Capote. Vous imaginez un petit peu le dandy new-yorkais qui débarque comme ça dans la campagne profonde et qui est tout de suite mal vu évidemment par les gens de là-bas avec ses manières un peu efféminées, sa voix au perché, ce genre de choses. Donc il va au début, les gens vont un peu refuser de lui parler, et puis petit à petit les langues vont se délier grâce à Harper Lee en particulier, parce qu'elle sait un petit peu comment fonctionnent ces gens, comment pensent ces gens, puisque c'est le milieu dont elle est originaire. Et à cette époque-là, ce qui est intéressant, c'est que Capote présente en fait Harper Lee comme une sorte de secrétaire, et alors que Harper Lee, à cette même époque où ils enquêtaient, venait de publier Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui allait un an plus tard, en 1961, recevoir quand même le prix Pulitzer, donc ça fait un peu marrer, quoi. Et donc voilà comment on en arrive à Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ce livre-là et De sang-froid, ce sont deux bouquins qui ont contribué à faire évoluer l'opinion publique américaine, qui ont
contribué à une Amérique, je dirais, progressiste. Ne tirez pas sur l'oiseau, ça a été à travers la cause noire américaine. Harper Lee qui a permis, son bouquin qui a quand même fait découvrir tout un envers du décor à une certaine frange de l'Amérique. Et de sang-froid qui parlait lui-même, Capote l'avait dit en apprenant quand il a découvert ce fait divers, il avait découvert que l'Amérique c'était en fait deux mondes qui s'opposaient et qui étaient entrés en collision cette nuit-là lorsque ces hommes ont tué cette famille dans cette maison. Il est ensuite allé à la rencontre de ces hommes et il les a humanisés quelque part dans son livre. Il a essayé de faire comprendre aux gens quel était leur parcours, comment est-ce que ces espèces de parias, ces gens qui vivaient au banc de l'Amérique avaient d'un seul coup été sortis de l'ombre et avaient commis le crime qu'ils ont commis. C'est vraiment deux livres humanistes, deux livres qui traitent de discrimination d'une manière un petit peu plus détournée pour dans l'un que l'autre. Truman Capote qui lui-même a été victime de discrimination en quelque sorte. Il était, comme je vous ai dit, c'était quelqu'un qui était vu d'un œil un peu étrange pendant toute son enfance, à cause de sa voix au perché, parce que il était homosexuel. Et d'ailleurs, comme on arrive à ne tirer pas sur l'oiseau moqueur, c'est intéressant, parce que je vous disais qu'ils s'étaient connus dans l'enfance, ils étaient des amis d'enfance, Truman Capote et Harper Lee, et cette dernière, justement, elle lui a dédicacé en quelque sorte un personnage dans l'oiseau moqueur, qui est censé être plus ou moins Truman Capote enfant. C'est un bouquin qui a évidemment eu un impact majeur au moment de sa sortie aux États-Unis, donc en 1960. Le bouquin est raconté du point de vue d'une petite fille qui vit avec son frère et leur père qui les élève seuls parce que la mère est morte il y a longtemps quand ils étaient très jeunes, les enfants. Et leur père est avocat. C'est un homme qui nous est dépeint comme droit, juste, une espèce de philosophe comme ça, un peu de campagne. Et à un moment donné, ce type-là, il va être commis d'office par la cour parce qu'il est avocat, donc comme je vous disais, de défendre un homme de couleur, donc un noir qui est accusé par un type très très mal vu là-bas, très mauvais, il va être accusé par lui d'avoir violé sa fille. Et à partir de là, évidemment, les relations de la petite fille et de son frère avec l'entourage, avec le reste de la communauté dans cette petite ville où ils vivent de l'Alabama, près de Monroe, va complètement changer. Parce que ça se passe dans les années 30, et à cette époque-là, c'est très très mal vu, évidemment, pour un avocat, ou même pour n'importe qui, en fait, n'importe quel blanc, de défendre un noir. Et l'aspect très intéressant du livre, c'est que toute cette expérience va être vue des yeux d'une enfant, donc il y a cette espèce de touche d'innocence, et en même temps, comme on dit souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. Les enfants n'ont pas encore à cet âge-là, ils sont très jeunes dans le bouquin, la gamine, quand le bouquin commence, elle a 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, et donc elle voit toute la chose avec une espèce de neutralité comme ça, qui va beaucoup interpeller évidemment les lecteurs de l'époque. Je vous dis, le livre se passe en 1930, mais il est publié dans les années 60. C'est l'époque Martin Luther King. C'est une époque bouillonnante pour la société où il y a beaucoup de barrières qui vont être comme ça abattues au sein de la population américaine. Et ce livre va très 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 grandement y contribuer. Ça fait partie de ces livres, quand on les lit à chaque phrase, on se dit « Ah bah oui, voilà pourquoi c'est un immense chef-d'œuvre », tout simplement parce qu'il a une portée universelle. Le gros fait marquant du livre, donc le moment où il va y avoir l'accusation autour de cet homme noir, de viol, etc., ça survient que assez tard dans le livre, probablement à la moitié. Le gros du livre, c'est la gamine qui nous raconte ses jeux d'enfants, qui nous raconte comment elle et son frère et des amis et un copain à eux sont obnubilés par une maison qui est habitée par une famille comme ça très secrète qui vit recluse. Et on est tout le temps comme ça du point de vue des gosses à aller voir comme ça fantasmer tout un tas de choses, à s'imaginer des histoires dans notre tête. Et donc la portée universelle du livre, elle vient de là, elle vient du fait que ça a beau se passer dans les années 30 en Alabama. Moi, j'ai pas grandi dans les années 30 en Alabama, mais j'ai quand même réussi à m'identifier à fond à ces personnages, à extrapoler par rapport à ce qu'ils nous racontaient et à retrouver moi-même des souvenirs d'enfance, à les croiser comme ça avec les miens. C'est ça qui est passionnant dans ce bouquin en fait. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, sachez que c'est très 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 mal. Moi, je l'ai lu maintenant, donc on ne peut plus dire. Mais je regrette pas du tout, ça fait partie des classiques que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Je vous le recommande, bien évidemment. Il n'y a même pas besoin de le dire. Voilà, c'était le podcast littéraire. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, etc. Ciao, merci, au revoir.